To the Capitol. They don't fix this shit. We're gonna fucking take this fucking day. Millions of Americans are out. Camerata Benito Mussolini! Camerata Benito Mussolini! Camerata Benito Mussolini! Kunden verstehen ist, wenn man sie zu Hause und zwar schnell, wenn man vor ihren Türen auf sie wartet, wenn sie genau das wiederbekommen, was sie uns zumuten, und zwar Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir weiterhin die Schafe bleiben, die Blöden, oder wollen wir zu Wölfen werden und sie zerfetzen? Dankeschön. Rien à foutre, meuf, pas meuf, c'est des rebeux. Marché de Boisienne, c'est où il y a tous les de l'île qui vont. Tu voles un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Tout ça, merde. Ok, d'accord. Fond de 5e. They don't tell you about Antifa. Je préfère encore un cochon d'écart dans un fasciste. En 1933, Daniel Guérin décide de faire le tour de l'Allemagne à vélo. Le pays vient d'élire un nouveau chancelier et de grands changements semblent s'annoncer dans le pays. En 1936, il publie Fascisme et Grand Capital, dans lequel il compare fascisme mussolinien et nazisme. En 1936, Karl Kraus fait publier dans le tout dernier numéro de sa revue Die Fackel des extraits de son dernier texte. Ce dernier sera publié de façon posthume en 1952 sous le titre de Troisième nuit de Walpurgis. Entre 1939 et 1945, Victor Klemperer, universitaire forcé au travail à l'usine ainsi qu'au port de l'Étoile jaune, griffonne clandestinement des notes sur sa vie sous le Troisième Reich. Elles seront regroupées et éditées en 1947 dans un livre intitulé LTI, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich. Le 25 avril 1995, le sémiologue et auteur Umberto Eco donne une conférence à l'université de Columbia aux États-Unis. En partant de ses souvenirs de l'Italie mussolinienne, il dresse un portrait du fascisme et de ce qui le constitue. Cette conférence est diffusée sous le nom de Reconnaître le fascisme. Si Karl Kraus est décédé avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les trois autres sont unanimes dans leurs observations. Le fascisme n'a jamais disparu, il est toujours présent. Pourtant, Hitler et Mussolini sont morts.
et avec eux le parti nazi et le parti fasciste. On pourrait également citer Francisco Franco en Espagne ou Ante Pavelić en Croatie, tous deux décédés respectivement en 1975 et 1959. Alors qu'est-ce qui fait dire à Guérin, Klemperer et Eco, mais aussi au réalisateur Pier Paolo Pasolini, à la philosophe Michela Marzano ou à l'historien Robert Paxton, entre autres, que le fascisme n'est pas mort? Le fascisme est toujours autour de nous, parfois en civil. Ce serait tellement plus confortable si quelqu'un s'avançait sur la scène du Monde pour dire « Je veux rouvrir Auschwitz, je veux que les chemises noires reviennent parader dans les rues italiennes ». Hélas, la vie n'est pas aussi simple. Le fascisme est susceptible de revenir sous les apparences les plus innocentes. Il y a bien sûr les nostalgiques du fascisme historique, qui reprennent explicitement les symboles du fascisme mussolinien ou du nazisme. Mais cette nostalgie est souvent minimisée. On les trouve ridicules, archaïques, avec un siècle de retard. Leur caractère grotesque pourrait même prêter à sourire s'il n'était pas l'incarnation d'une terrible violence. Mais le fascisme des années 20 et 30 n'a lui non plus pas été pris au sérieux. Si l'élection en 1933 d'Adolf Hitler au poste de chancelier entraîne le départ d'Allemagne de nombreux juifs et opposants politiques, sont aussi nombreux, les Allemands, juifs compris, qui ne croient pas véritablement au nazisme. Les témoignages rapportés par Victor Klemperer font état de discussions entre juifs qui, jusqu'en 1940, minimisent le nazisme, et ce malgré son antisémitisme revendiqué. Une collègue de Klemperer, adhérente au parti nazi, insiste même sur le fait que l'antisémitisme hitlérien n'est que temporaire afin de gagner quelques voix. Karl Kraus en fait un récit similaire. Le nazisme paraissait absurde à travers les articles de ses partisans dans la presse. L'échec cuisant de la tentative de coup d'État par Hitler le 8 novembre 1923, qui l'amènera en prison, ou la marche sur Rome en 1922, défilé mal organisé que Mussolini regardait de loin, ont un aspect risible aujourd'hui, et ont même pu faire sourire à leur époque. Tout cela malgré la violence. Car une des caractéristiques du fascisme, c'est sa violence. Verbale, avec l'abus de superlatifs et d'injures, comme physique. Qu'il s'agisse des squadristes en Italie ou des Sturmabteilung, les SA en Allemagne, le fascisme exprime sa violence dans la rue. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dès les années 20, les fascistes font régner la terreur publiquement. L'action pour l'action, la glorification de la violence et de la mort, voire l'accès au sublime à travers la violence, sont des thèmes emblématiques du fascisme. When it comes to the violence, I think the main reason is the fact that I'm so unapologetic about it. I'm a cheerleader towards violence in cinema. Un juif qui ne demandait rien à personne nourrit ses 5 enfants en faisant commerce de vieilles fripes. DSA arrive chez lui et exige 500 marks. Il ne peut les donner parce qu'il ne les a pas. Il n'a d'ailleurs jamais vu autant d'argent de sa vie. Il le frappe jusqu'à ce qu'il s'effondre en gémissant. Il finit par dire dans un râle « Dans la commode, il y a 30 marks pour le loyer ». Ils prennent l'argent. Puis ils font absorber 1 litre entier d'huile de ricin, le mettent dans un sac de jute qu'ils nouent autour de son cou et le traînent dans la cave. L'huile fait son effet et l'homme passe 4 jours à mariner dans ses excréments et dans l'urine. On finit par entendre ses cris depuis la rue. Si les juifs recevaient de la nourriture de la part de la communauté juive, ils devaient par contre exécuter les plus basses besognes. Nettoyer les cabinets, cirer les bottes DSA, embrasser les pieds quand on leur ordonnait, ou lécher les bottes. S'ils refusaient, la matraque était appelée à la rescousse. J'ai vu comment on leur arrachait les cheveux, et parfois un morceau de peau avec. Parfois, on les obligeait aussi à se frapper au visage, ou à boxer les uns contre les autres. Sinon, la matraque entrait en action, jusqu'à ce que le sang gicle. On voulait emmener un ouvrier de haut fourneau. Sa femme demande à ce qu'il reste à la maison et qu'on l'interroge sur place. 2 gifles l'étendent sur le carreau. Les enfants arrivent, un garçon de 11 ans et une fillette de 9 ans. Ils se mettent à pleurer, tombent à genoux en levant des mains implorantes pour qu'on leur laisse leur père et leur mère. Un SA sort sa matraque et frappe les enfants. Dès le début de 1921, à Trieste, à Modène, à Florence, etc., les bandes fascistes dévastent les bourses du travail, les sièges des coopératives et des journaux ouvriers. Utilisation de barres de fer et de nerfs de bœuf, exercice d'assouplissement pour les paralysés, transformation de corps nus, même des corps de femmes, en bouillie sanglante. Procédure souvent accompagnée de joyeuses marches militaires chantées par ceux qui exécutent et de chœurs exécutés par ceux qui subissent, avec obligation faite à des membres d'une même famille de se porter assistance ou de se taper dessus. 3 mois au plus tard, la communauté reçoit un certificat réglementaire de décès en provenance de Ravensbrück ou d'Auschwitz. La cause de la mort y est indiquée avec précision, et elle change même régulièrement,
où elle est individualisée. Il s'agit tour à tour d'insuffisance du myocarde et de fusillés lors d'une tentative de fuite. La plupart meurent de mort naturelle. Souvent on constate un épuisement, parfois un accès de faiblesse qui fait que l'individu se précipite du 3e étage dans la cour du bâtiment administratif. Et la personne chargée de la surveillance déplore l'imprudence de s'approcher ainsi d'une fenêtre restée ouverte. Il n'est pas rare qu'on assiste à une crise de nerfs, principalement chez des voyageurs, sur qui l'on commet ensuite un suicide. Cette utilisation de la violence galvanise les partisans et terrifie les opposants. À travers ces rencontres, Victor Klemperer remarque que plusieurs personnes ont adhéré au parti nazi pour être tranquilles. La violence inquiète, et pour éviter tout ennui, et par ennui comprendre le passage à tabac, l'exécution ou le camp de concentration, il est plus prudent d'adhérer publiquement, même si c'est contraire à nos convictions. D'autres adhésions au fascisme, et pas le plus petit nombre, se sont faites par opposition, par peur, voire par haine du communisme qui occupait officiellement la Russie des années 30. L'antiracisme, c'est le communisme d'aujourd'hui. La gauche a choisi l'individualisme, Netflix, Black Lives Matter et le soutien aux islamistes. La gauche dégénérée. Quoi, on se croirait chez les bolcheviks. Cette violence se présente parfois comme une défense. Un retournement grossier de situation pour justifier les coups et les humiliations publiques. C'est vous, le pétainiste, vous comprenez ? C'est la formule de conjuration qui jamais ne se tourne contre les assassins, mais plutôt contre les victimes. Toujours contre les messagers du crime. Ces actes, aussi spectaculaires qu'odieux, le nazisme les appelle la propagande des horreurs. You are fake news. Relayé dans la presse étrangère ou simple témoignage qui se passe de bouche à oreille, le fascisme nie ouvertement ces violences. Il s'agit selon lui d'une propagande destinée à discréditer le régime. Il n'y a pas d'image de violence policière. Je récuse le terme de violence policière. Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. C'est là une autre caractéristique du fascisme, sa capacité à jouer avec la réalité. Il crée sa propre réalité. Ce dont on l'accuse est forcément un mensonge et ce qu'il affirme est forcément vrai. La pensée nationale-socialiste fascine par sa capacité à faire croire que celui qui dit une fois la vérité est crédible pour tous les mensonges, et à présenter le vol qu'exceptionnellement il n'a pas commis, comme l'alibi pour des milliers de meurtres. Ils ne veulent pas dire ça, mais toujours autre chose. Ils ont l'impression d'être violés quand on les croit capables d'actions qu'ils commettent. Pour des faits, on disait revers. Cela sonne moins définitif. Au lieu de fuir, on se repliait devant l'ennemi. Celui-ci ne réussissait jamais des percées, mais toujours seulement des irruptions. Dans le pire des cas, de profondes irruptions, qui étaient contenues, verrouillées, parce que, évidemment, nous possédions un front élastique. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Ce rapport entre vrai et faux favorise les liens entre conspirationnisme et fascisme. Umberto Eco considère d'ailleurs que le conspirationnisme est une porte d'entrée possible au fascisme, prenant en exemple le télévangéliste Pat Robertson et son obsession du nouvel ordre mondial. Expliquer des états de fait jusqu'à ce que le contraire devienne évident, à étouffer des faits dans la bave du langage, à apprêter l'injustice, à faire d'un éléphant un moucheron, du meurtre, une divergence d'opinion. Comment vois-tu le futur des mouvements souverainistes, nationalistes et identitaires ? Dissous, persécutés. Votre ou notre prétendue xénophobie, c'est leur francophobie. L'emploi des chiffres dans la langue fasciste a peut-être bien été inspiré par des pratiques américaines. Il n'en diffère pas moins largement et doublement, non seulement par la surenchère dans l'hyperbolisme, mais aussi par sa malveillance constante, car partout, il vise sans scrupule l'imposture et l'engourdissement des esprits. Mais parce que sans généralisation, on ne pense pas. Effectivement, on va pas aller sur le terrain des chiffres, vous les connaissez mieux que moi. On peut pas dire quand on va... Mais super, en fait, ça change quoi sur le fond du débat ? Si le fascisme peut aller jusqu'à nier explicitement des faits avérés ou qualifier de faux ce qui est prouvé, c'est parce qu'il s'adresse avant tout à notre part d'irrationnel. En opposition à Descartes, aux Lumières et au rationalisme, les théoriciens fascistes ou préfascistes préfèrent l'irrationnel, le mythe social ou le mystique. Cet appel à l'irrationnel, aux sentiments et aux passions, permet, entre autres au fascisme, de balayer les questions sociales. Le fascisme psychologise les faits sociaux. Pour lui, l'exploitation des travailleurs est un état psychologique et non un fait social. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Le fascisme rejette les explications sociales, et par conséquent la sociologie, au profit d'explications psychologisantes. Le fascisme nie la société. Et à l'inverse, ce qui relève de l'irrationnel devient un fait. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Les excuses sociales. Un raciste n'est pas raciste gratuitement.
Il a une profonde colère en lui, qu'il extériorise par de la haine. Mais il ne peut pas le faire gratuitement. Son cerveau lui dit que c'est pas logique de détester quelqu'un sans raison. La mystique fasciste, mythologie fabriquée de toutes pièces, permet de rassembler toutes les classes sociales sous une même bannière, sans qu'elles interrogent leur position ou remettent en question le système. C'est en grande partie là que le fascisme puise sa force visuelle, sa théâtralité. Il emprunte aux cérémonies religieuses, il galvanise les foules et il invoque le fanatisme. Notre mythe est la nation. Notre mythe est la grandeur de la nation. À la raison, le national-socialisme substitue une vague mystique de la vie et un dynamisme qu'il serait bien en peine de définir. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps l'effet toxique se fait sentir. Si quelqu'un, au lieu d'héroïque et vertueux, dit pendant assez longtemps « fanatique », il finira par croire qu'un fanatique est un héros vertueux et que, sans fanatisme, on ne peut pas être un héros. Le fascisme préfère susciter la foi plutôt que de s'adresser à l'intelligence. Un parti soutenu par les subsides du grand capital et dont le but secret est de défendre les privilèges des possédants n'a pas intérêt à faire appel à l'intelligence de ses recrues, ou plutôt il considère comme plus prudent de ne faire appel à leur entendement qu'après les avoir complètement envoûtés. À partir du moment où le fidèle croit, rien n'est plus facile que de jouer avec la vérité et avec la logique. C'est un phénomène psychologique vieux comme le monde, que la souffrance prédispose au mysticisme. Au-delà d'un certain degré de misère, l'homme ne raisonne plus. Il ne réclame plus de remède logique à ses maux. Il n'a plus le courage de tenter de se sauver lui-même. Il attend un miracle. Il appelle un sauveur. Il est prêt à le suivre et à se sacrifier pour lui. La langue fasciste s'efforce par tous les moyens de faire perdre à l'individu son essence individuelle, d'anesthésier sa personnalité, de le transformer en tête de bétail sans pensée ni volonté, dans un troupeau mené dans une certaine direction et traqué, de faire de lui un atome dans un bloc de pierre qui roule. La langue fasciste est une langue du fanatisme de la masse. Le fascisme n'avait rien d'une idéologie monolithique. C'était un collage de diverses idées politiques et philosophiques, fourmillant de contradictions. Le détrônement de la raison, la bestialisation de l'homme, la glorification de l'idée de puissance, du prédateur. Dans sa grande majorité, le peuple se trouve dans une disposition et un état d'esprit à tel point féminin que ses opinions et ses actes sont déterminés beaucoup plus par l'impression produite sur ses sens que par la pure réflexion. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Les Français ont le sentiment d'être dépossédés. Ils ont le sentiment d'être dépossédés de leur identité. Et si on arrêtait de parler des chiffres et qu'on s'attachait au ressenti des Français? Cette utilisation de l'irrationnel ne se fait pas uniquement par le spectaculaire. Le fascisme utilise également une méthode simple, voire simpliste. La faculté d'assimilation de la grande masse n'est que très restreinte. Son entendement est petit, son manque de mémoire est grand. Donc, toute propagande efficace doit se limiter à des points fort peu nombreux et les faire valoir à grands coups de formules stéréotypées, aussi longtemps qu'il le faudra, pour que le dernier des auditeurs soit à même de saisir l'idée. Plus les idées exposées paraissaient limitées, voire même bornées, plus elles étaient facilement acceptées et mises en pratique par une masse dont la capacité correspondait bien à la pâture intellectuelle qui lui était servie. La simplification, parfois à l'extrême, dans le discours fasciste, lui permet de captiver son audience. Combiné à un appel à l'irrationnel, au sentiment et au mythique, il hypnotise son audience. Le talent d'orateur, l'efficacité de son propos, aussi creux puisse-t-il être, sont des outils destinés à empêcher la pensée. Quant à la propagande, son contenu est aussi peu de la science qu'une affiche n'est de l'art dans la forme où elle est présentée. L'art de l'affiche consiste dans l'aptitude du dessinateur à attirer l'attention de la foule par la forme et les couleurs. Alentour, rien que stupeur, sidération face à l'envoûtant prodige d'une idée qui consiste à n'en avoir aucune. Toute explication complexe est non seulement rejetée par le fascisme, mais elle est elle-même critiquée pour son intellectualisme supposé. Car le fascisme déteste les intellectuels. Il dénonce la pensée unique, qui révèle souvent des explications riches et complexes. Le courant dominant de la pensée unique. Terrorisme intellectuel. Le fascisme ne s'encombre pas de la complexité ni de la science. Si le fascisme doit être scientifique,
Ces scientifiques sont fascistes avant d'être scientifiques. Ces fanatiques transposent du domaine de la biologie dans le domaine de la sociologie, en les dénaturant les découvertes de Darwin, le grand naturaliste ayant posé le principe que le développement des espèces est soumis à la loi de sélection, que toujours le plus apte survit. Il remplace tout simplement le plus apte par le plus fort. Et il décrète que les hommes comme les espèces animales doivent se livrer à une féroce lutte pour la vie, que les plus forts doivent exterminer les plus faibles, que la lutte sanglante est la condition de l'évolution du monde. Dans sa haine des intellectuels, une des grandes cibles du fascisme, ce sont les universités. Victor Klemperer perdit son travail dès 1935, quand d'autres de ses collègues, adhérents au parti nazi, gagnèrent en visibilité et en postes prestigieux. Quelques-uns se sont élevés contre la mise sous tutelle d'une vie intellectuelle de plus grande envergure. Protestation suffisamment insistante pour au moins couvrir de honte le silence. Des savants se sont dressés avec courage contre le tohu-bohu qui réclame que l'université soit un champ de tir et un antisémitaire. Le fascisme n'aime pas les universités car ce sont des lieux d'étude, de compréhension et de remise en question du monde. Les disciplines scientifiques, en particulier les sciences humaines, analysent l'histoire, la société ou la langue. Ce que n'aime pas le fascisme, qui a besoin de réécrire l'histoire, de créer sa mythologie et d'imposer son langage. Et cette gauche-là qui est donc s'inspire de ce qui se passe sur les campus américains. Militantisme idéologique, au sectarisme idéologique, à l'orientation idéologique qui trop souvent malheureusement sévit dans une grande partie des universités françaises. Malgré la répression idéologique de cette pensée anti-française qui domine encore dans nos médias, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos tribunaux et même au sein de l'appareil d'État. Élu chancelier, Hitler imposa aux universités des cours de sport à la place de certains enseignements. Cours de sport qui, comme l'observe Klemperer, étaient des entraînements militaires déguisés. Le fascisme rejette le doute. Il privilégie l'action, la performance, la vitesse et la force. Il ne connaît que le présent et l'immédiat. Réfléchir signifie à chaque fois s'arrêter, être freiné. Cela pourrait même conduire à critiquer et finalement à refuser d'obéir. Filippo Marinetti, figure de proue du futurisme et fasciste de la première heure, considérait le futur comme un mythe idéal. Il n'imaginait pas la société dans le futur, il ne concevait que le présent. Le futur était une sorte d'utopie, comme si le fascisme ne se pensait pas lui-même sur le long terme. Étonnant pour une idéologie. Le libéralisme, le socialisme, le communisme, le républicanisme, l'anarchisme ou même le féodalisme pensent des modes d'organisation de la société. Ce sont des idéologies politiques avec des applications matérielles. L'idéologie est une façon de concevoir et d'organiser la société. Mais le fascisme, qu'est-ce qu'une société fasciste ? Karl Kraus et Umberto Eco relèvent le fait, à 60 ans d'écart l'un de l'autre, que le fascisme est creux. Il n'est que rhétorique, façade. Il lance des slogans plus que des idées. Il est contradictoire et paradoxal, mais ça ne le gêne pas. D'où l'intérêt d'attiser l'irrationnel, de rejeter les critiques et de discréditer les intellectuels. Faisons une hypothèse. Et si le fascisme n'était pas une idéologie, mais un moyen, un outil, une arme ? Le programme du parti fasciste italien reprenait en grande partie ses idées au syndicalisme révolutionnaire imaginé par Georges Sorel. Quant aux théories racistes nazies, elles empruntaient largement aux écrits d'Arthur de Gobineau. D'ailleurs, le nazisme lui-même est une forme de fascisme. La force du mouvement national-socialiste a été jusqu'à présent son absence de programme. Le titre de Führer n'est qu'une germanisation du Duce, la chemise brune une variation de la chemise noire italienne, et le salut allemand une imitation du salut fasciste. De même, l'intégralité des scènes enregistrées comme moyen de propagande et la scène même du discours du Führer devant le peuple rassemblé ont été, en Allemagne, copiées sur le modèle italien. Le faste des étendards, des déploiements d'appareils militaires, des guirlandes, des fanfares et des chœurs, de tout ce qui donnait un corps au discours demeurait entièrement identique et s'inspirait entièrement de l'exemple mussolinien. Il n'a rien de spécifiquement italien. C'est pourquoi le vocable emprunté à l'Italie a fini par désigner un phénomène de caractère universel. Le fascisme est une forme sans fond. Il emprunte, il picore, il brandit, il arbore, il pille, il corrompt. Ce qu'il veut, c'est se débarrasser des élites et d'une société qu'il considère comme décadente. Il veut faire table rase de façon radicale. Il n'arrache pas le pansement sur une plaie, il arrache la peau. Tout ce que le fascisme déteste, il lui donne un nom facile à recracher. Tout est bourgeois, tout est décadence,
déclin de l'Occident ou déclin de la civilisation qu'il faudrait défendre à tout prix. C'est parce que c'est l'identité française qui est en train de mourir. Qu'il soit effectivement bourgeois ou non importe peu. Le terme est là pour écarter, isoler, rabaisser. Ces sous-produits petits bourgeois, des individualistes néolibéraux, au cerveau détruit par le postmodernisme à l'américaine. Outre le bourgeois ou la décadence, le fascisme inverse les mots. Il fait de l'humanisme, du pacifisme ou du respect de l'autre des tares, des insultes, des crachats. Paradoxe fasciste, tout en affirmant haïr ce qui est bourgeois, bon nombre des premiers fascistes, théoriciens comme leaders, étaient issus de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie. Étonnant, non? Pour arriver au pouvoir, le fascisme est prêt à toutes les alliances, tous les compromis, toutes les contradictions. Antiparlementariste et dans la haine de la démocratie, le fascisme peut se constituer en parti politique et se faire élire. Il se revendique du présent, mais puise dans l'Antiquité et les traditions. Il est révolutionnaire et prône la violence, mais Hitler n'a pas hésité à éliminer Ernst Röhm et sa milice, dont les désirs de révolution toujours insatisfaits agaçaient le patronat allemand qui soutenait Hitler. Le nazisme encensait Nietzsche, alors que... Ne fréquentez aucun individu qui a partie liée avec l'escroquerie de la race. Je ne les aime pas, ces nouveaux spéculateurs en idéalisme. Ces antisémites qui font des yeux christo-ario-conservateurs et qui, ne usant et abusant de l'agitation à bon compte, de la pause morale, cherchent à exciter tout ce qu'il y a de bovin dans le peuple allemand. Le fascisme prospère grâce à la violence et la fascination qu'il exerce sur les masses, qu'il a tendance à mépriser tout en les enflammant. Mais il trouve également d'improbables alliés, directs ou indirects, les intellectuels et la presse. Malgré sa haine des intellectuels, le fascisme trouve chez eux non seulement des admirateurs, mais aussi des partisans. Artistes, philosophes, essayistes. Les gens en vue qui rampent là où ils trouvent gage et critiques ne changent pas de conviction, mais se recommandent de celles qu'adoptent leurs supérieurs, directeurs et journalistes. Et il est certain que le bouleversement de la situation du théâtre, à côté de la médiocrité autrefois soutenue par la presse, et maintenant par la race, à côté de la canaille qui se costume en plein jour pour enlever des rôles à des collègues, a aussi touché ceux qui montraient plus de courage et de dévouement que bien des professionnels qui vivent de leurs ennuis. Si l'union des fascistes britanniques d'Oswald Mosley, riche aristocrate issu de l'industrie automobile, peine à dépasser les 20 000 adhérents, des auteurs comme Wyndham Lewis, Ezra Pound, T.S. Eliot ou William Butler Yeats ont encensé le fascisme et connu un écho international bien plus large que leurs compatriotes politiques. En France, plusieurs revues expriment leur admiration pour le fascisme mussolinien, le franquisme ou le nazisme. Esprit, tenu par les philosophes Alexandre Marc et Emmanuel Mounier, ou Combat, alors dirigé par Thierry Monnier, un ancien de l'Action française qui sera nommé à l'Académie française après la Seconde Guerre mondiale. Ces revues, sans forcément avoir de gros tirages, influencent la presse générale. Autre revue notable, Plan, cofondée par Hubert Lagardelle, et qui sera citée par Mussolini en personne comme une des principales influences du fascisme. Il serait possible de citer d'autres revues, comme la très antisémite Je suis partout, mais ce sont surtout les écrivains, romanciers comme journalistes, qui vont être les premiers partisans et publicitaires du fascisme en France. Robert Brasillac, Pierre Drieux-La Rochelle, Jacques Chardonne, Lucien Rebattet, Bertrand de Jouvenel, Alfred Fabrelus, Marcel Jouandeau, Alphonse de Chateaubriand, Jean-Pierre Maxence, Abel Bonnard, ou encore le très antisémite Paul Morand, qui sera lui aussi nommé à l'Académie française après la guerre. En Italie, le fascisme est presque anticipé par les futuristes. Mouvement artistique porté par Filippo Marinetti, il encense la machine, la vitesse, le bruit et la violence. Les futuristes s'engagent avec enthousiasme dans la Première Guerre mondiale et rejoindront rapidement les rangs du fascisme. Quant à l'Allemagne, la liste a de quoi donner le vertige. Plusieurs dramaturges donneront naissance au Thingspiele, un courant théâtral militant du nazisme. La plus célèbre pièce est sans doute Schlagetter, dont vous connaissez peut-être une des répliques cultes. Quand j'entends le mot culture, je retire la sécurité de mon Browning. Le roman Parthenau de 1929 reprend avec enthousiasme de nombreux thèmes du nazisme et anticipe certains de ses éléments de langage. Des auteurs et autrices qui n'avaient exprimé aucun attachement aux idées fascistes se transforment en plumes partisanes. Ina Seidel, Arnold Ulitz, Edwin Winger ou encore Paul Harms.
L'écrivain et médecin Gottfried Benn sera un des premiers soutiens d'Hitler. Il militait pour l'appel à l'irrationnel et ira jusqu'à s'engager dans la Wehrmacht. Le critique et auteur Bernhard Diebold publiera de très nombreux articles dans la presse en faveur du nazisme. Le national-socialisme n'a pas détruit la presse. C'est au contraire la presse qui a créé le national-socialisme. Ce sont des éditorialistes qui écrivent avec du sang. Karl Kraus le répète dans Troisième nuit de Walpurgis. La presse a en grande partie fait la promotion du nazisme avant même son arrivée au pouvoir. Si certains titres n'étonnent pas, comme la Neue Freie Presse ou le Wiener Tagblatt déjà encensé par Hitler dans Mein Kampf, même des journaux plutôt identifiés à gauche, comme le Frankfurter Zeitung ou la revue satiriste Simplicissimus, vont faire la promotion du fascisme. Les journalistes aujourd'hui ont plus de pouvoir que les politiques eux-mêmes. Nous, en tant que vidéastes, on peut y contribuer par notre présence régulière sur les réseaux pour contrebalancer la propagande progressiste. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que sur les plateaux, vous êtes 2 fois 3, 4 personnes autour de la table à être d'accord entre vous sur des sujets aussi graves. Le magnat de la presse et du cinéma Paul Hugenberg fut un des premiers partisans du nazisme et finit même ministre de l'économie sous le Troisième Reich. Je vous prierai, monsieur de Chavannes. Vous parlez de démocratie, monsieur de Chavannes. Alors il faut que les téléspectateurs sachent quelque chose. Vous m'avez interdit, monsieur de Chavannes, de parler du révisionnisme. Quand une organisation a pour programme politique, je vous en cite un puisque ça fait partie de leur objectif, de faire sortir les Juifs de France et de les faire retourner dans leur pays. Vous pensez que c'est un programme politique républicain? Est-ce que quelqu'un autour de la table pense que faire retourner les Juifs dans leur pays est un programme politique qui est normal, qui est anodin comme les autres? Moi, je crois pas. Voilà, je crois pas. Et d'ailleurs, la personne qui a dit ça est contributrice sur le site de Madame Cluzet, le boulevard Voltaire. La génération identitaire, moi je trouve qu'ils sont assez gonflés ces jeunes. Oui, ils sont marrants, bravo. Et moi je leur dis bravo. La presse relatait des épisodes de coups d'éclat fascistes, violences de rue, échauffourées avec d'autres groupes politiques, car ces récits étaient vendeurs. Un fasciste publiant un article donnait une légère odeur de soufre qui pouvait faire gonfler les tirages. Certains journaux se firent relais du nazisme en espérant éviter la censure, ou pire encore. Les articles de partisans indirects du fascisme, ces défenseurs du pourquoi pas, du voilà une des nouvelles, ont plus fait pour la promotion du fascisme que les militants. Gérants de la culture qui laissent de côté tout ce qui ne les concerne pas de près pour ne pas mettre leur cause en péril et qui, quand cela les concerne, ont une attitude passive, attendant que tout se termine quand même bien. On imagine la culture résistante au fascisme, mais elle l'a bien plus favorisé qu'elle ne l'a critiqué. Les artistes ou les journalistes qui s'opposaient au fascisme ont rapidement préféré l'exil. Kraus lui-même n'a pas publié l'intégralité de Troisième nuit de Walpurgis de son vivant, par crainte que ses amis restés en Allemagne ne soient inquiétés. Les personnalités qui, par profession, expriment plus souvent un point de vue qu'ils n'en ont toujours occupé un espace public plus large que celui qui correspondait aux besoins sociaux. Cela devient plus fâcheux quand l'expression fait défaut, alors qu'elle en serait indispensable, quand il y a suspicion de partialité secrète et de lâcheté publique, et qu'il faut ensuite produire des explications qui brouillent ce qui est ambigu. Le fascisme a d'autres caractéristiques plus ou moins présentes d'un courant à l'autre. Le culte de la tradition. Ses valeurs d'antan. C'est un héritage multimillénaire qui nous vient du fond des âges que nos ancêtres... Le refus du modernisme, le désaccord comme trahison, la peur de la différence, le pacifisme est mauvais, l'obsession du complot, le mépris pour les faibles, le machisme. Il suffit qu'une seule d'entre elles soit présente pour faire coaguler une nébuleuse fasciste. On peut jouer au fascisme de 1000 façons, sans que jamais le nom du jeu change. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, le fascisme ne pourrait plus arriver au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons des institutions, un état de droit, une démocratie, une pluralité politique qui sont des remparts, des barrages au fascisme. Comment dire ? Trop souvent, la gauche céda à la tentation du mimétisme. À force d'emprunter au fascisme, elle finit par lui ressembler. Elle s'exposa au risque que les foules ne fussent davantage sensibles à la propagande fasciste qu'à sa contrefaçon antifasciste. Alors qu'elle croyait se prémunir contre le fascisme en le singeant, elle envoya de l'eau à son moulin. Les escouades fascistes, dès cette époque, non seulement des subsides de leurs bailleurs de fonds, mais de l'appui matériel et moral des forces répressives de l'État, police, carabiniers, armée. La police recrute pour les escouades, poussant le hors-la-loi à s'y enrôler, leur permettant toutes sortes d'avantages et d'indulgences. Elle prête ses véhicules aux squadristes, rejette les demandes de permis de port d'armes présentées par les ouvriers et les paysans,
proroge au contraire la validité des permis accordés aux fascistes. La force publique a pour consigne de rester l'arme au pied quand les fascistes s'attaquent aux rouges et de n'intervenir que si ceux-ci résistent. En 1921, le ministre de la Justice Ferrat envoie une circulaire à la magistrature pour l'inviter à laisser dormir les dossiers concernant les actes criminels des fascistes. Libre concurrence des idées. Le combat intellectuel des convictions, afin que tous, y compris ceux de la croix gammée, puissent participer à cette concurrence. Car rien ne serait plus urgent que de répondre à la violence par la démocratie, afin qu'elle se serve d'elle pour mieux la détruire. Aucun abri n'est autant à l'épreuve des bombes que l'attente de la démocratie, qui pense que le loup qu'elle aide par principe à grandir se montrera reconnaissant, partagera son sens de la légalité et la remerciera pour sa confiance dans les institutions démocratiques. Le fascisme, il faut bien l'avouer, pouvait se développer et avoir les mains à peu près libres parce qu'on trouverait auprès des fonctionnaires et des officiers des cœurs d'Italiens, qui nous voyaient avec plaisir marcher à la rescousse. Qu'est-ce que vous faites après? Vous êtes arrêté par la police, qui vous relâche au bout de 20 minutes. Mais objectivement, que vous ayez des relais aujourd'hui de l'autre côté de l'uniforme, Une comparaison directe entre le fascisme historique et notre époque a quelque chose de forcé, voire d'anachronique. La comparaison est possible, mais est-elle pertinente? Une des particularités du fascisme est son caractère changeant. Le terme fascisme s'adapte à tout, parce que même si on élimine d'un régime fasciste un ou plusieurs aspects, il sera toujours possible de le reconnaître comme fasciste. Enlevez-lui l'impérialisme et vous aurez Franco et Salazar. Enlevez le colonialisme et vous aurez le fascisme balkanique. Ajoutez au fascisme italien un anticapitalisme radical qui ne fascina jamais Mussolini et vous aurez Ezra Pound. Ajoutez le culte de la mythologie celte et le mysticisme du Graal, totalement étranger au fascisme officiel, et vous aurez l'un des gourous fascistes les plus respectés, Julius Evola. Le fascisme d'hier n'est pas nécessairement celui d'aujourd'hui. La simple comparaison historique ne suffit pas. Mais elle permet d'observer la continuité du fascisme, ce qui évolue et ce qui reste. Plutôt que de s'attacher aux détails historiques et matériels, peut-être faudrait-il se pencher sur ce qui rassemble les fascismes, leur dénominateur commun, l'essence du fascisme. Si nous nous obstinons à ne penser le fascisme qu'en termes matériels, de réalisation, de régime, nous ne pouvons le percevoir que comme une irruption soudaine dans l'histoire. Mais si l'on se penche sur l'essence du fascisme, sa dimension immatérielle, on observe ses mutations géographiques et temporelles. On réalise qu'il prend son temps et qu'il s'installe un peu partout avant de se révéler. Le fascisme des années 20 et 30 n'a pas surgi comme un lapin hors du chapeau. Il était en germe depuis la fin du XIXe siècle. Les symboles et signes de ralliement fasciste changent, mais pas ses méthodes ni son fonctionnement. Si le fascisme peut gagner les consciences, parfois avec une facilité déconcertante, il ne se matérialise pas toujours ou pas sous une forme attendue. Il a également besoin d'un contexte social et économique pour se concrétiser. Mais pour cette question, c'est la vidéo de Patchwork qui vous l'expliquera. Pour reconnaître le fascisme, il faut aller au-delà des simples apparences. Questionner le fond. On ne peut pas limiter le fascisme à une seule de ces catégories sans tenter de comprendre le contexte. Le fascisme utilise et encense la violence. Mais toutes les formes et phénomènes de violence ne sont pas forcément fascistes. La violence peut aussi être une réponse. Une oppression pousse une personne oppressée à répondre avec les moyens de l'oppresseur. De même que la violence, verbale ou physique, peut arriver lorsque les tentatives de dialogue ou de raisonnement ont échoué. La violence peut être une réponse à une autre violence, ou un acte désespéré quand il ne reste plus que cela, quand nous n'avons plus d'autres moyens. Le fascisme prétendait se défendre des juifs, du communisme ou du bolchevisme culturel, mais il faisait de la violence un élément majeur et essentiel de ses discours et de ses actes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. If it's war, my orders really are to wipe them out. Everyone. When I say wipe them out, better. If you shoot him in the head,
shoot it again at the heart. Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Hitler a massacré 3 millions de juifs, dit-il. 3 millions. Bon, il y a 3 millions de drogués ici. I'd be happy to slaughter them. Je serais heureux de les exterminer. De nombreuses idéologies ont utilisé la violence comme un outil, mais elles l'ont fait dans un contexte donné et sans la promouvoir. C'était des nécessités temporaires. Parmi les premiers antifascistes, on trouve les anarchistes et les brigades internationales qui ont pris les armes contre Franco en Espagne. On pourrait prendre chaque catégorie du fascisme identifiée par Umberto Eco et lui trouver une autre explication. Faire des comparaisons, dédouaner chaque idée. Encore une fois, il faut prendre en compte le contexte. Le fascisme ne crée rien de lui-même. Il emprunte ou il pille. Une image, un mot, un symbole. La svastika nazie est directement volée au jaïnisme, une religion indienne. Mussolini s'inspirait de l'Empire romain. Le fascisme prend les symboles et les signes de ralliement un peu partout. Il peut revêtir de nombreuses formes, s'incarner dans des symboles, mais rares sont ceux qui restent. Et ceux qui restent sont des pillages. Ce qui permet aujourd'hui au fascisme de dire « Je ne suis pas fasciste, voyons, c'est en référence à la culture indienne ». Et vous avez au grand jour une croix gammée fièrement arborée. Ainsi, n'importe quelle image peut devenir un signe de reconnaissance entre fascistes. N'importe quel mot, n'importe quelle expression peut se transformer en code fasciste. C'est sa force. Être à la fois visible sans être reconnaissable par un œil non averti. Le Troisième Reich n'a forgé de son propre cru qu'un très petit nombre de mots de sa langue, et peut-être même vraisemblablement aucun. La langue nazie renvoie pour beaucoup à des apports étrangers, et pour le reste, emprunte la plupart du temps aux Allemands d'avant Hitler. Mais elle change la valeur des mots et leur fréquence. Elle imprègne les mots et les formes syntaxiques de son poison. Elle assujettit la langue à son terrible système. Elle gagne avec la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus secret. La botte secrète du fascisme, c'est son langage. Umberto Eco parle même de novlangue fasciste. Imaginé par George Orwell, qui est littéralement allé buter du fasciste en Espagne, dans son roman 1984, la novlangue, ou nouveau parlé dans une traduction plus récente, est une langue réduite à l'extrême afin de limiter la réflexion. C'est une langue détruite qui ne peut exprimer que ce que le gouvernement totalitaire du roman souhaite exprimer. Nous devons être prêts à identifier d'autres formes de novlangue, même lorsqu'elles prennent l'aspect innocent d'un populaire talk show. La novlangue fasciste, si elle n'est pas aussi pauvre ou réduite que celle de 1984, participe à la destruction du langage. On l'a vu, le fascisme peut qualifier un mythe de vérité et un fait de propagande ou de mensonge. Mais plus loin encore, la langue fasciste s'empare des mots, des tournures et des expressions pour en changer le sens et avancer masqué. Le nazisme s'insinua dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées, des tournures, des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente. Sans s'en rendre compte, par à-coups, inconsciemment, par ironie puis de façon banale, nous nous retrouvons à parler la langue du fascisme. Les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils ne semblent faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Livres, journaux, courriers administratifs et formulaires d'un service. Tout nageait dans la même sauce brune. Et par cette homogénéité absolue de la langue écrite s'expliquait aussi l'uniformité de la parole. Victor Klemperer reprend les mots de Friedrich Schiller. La langue qui poétise et pense à notre place. Les mots que nous utilisons sont plus révélateurs de notre pensée qu'on ne l'admet ou qu'on ne l'imagine. On peut toujours se réfugier derrière « ce n'est pas ce que je voulais dire » dès qu'on nous reprend, mais inconsciemment, si. Les mots que nous utilisons ont du sens. La novlangue fasciste est terriblement puissante, car elle arrive à se retrouver dans la bouche de tout le monde, même des personnes les plus hostiles au fascisme.
Combien de fois, par exemple, n'ai-je pas entendu parler depuis mai 1945, dans des discours à la radio, dans des manifestations passionnément antifascistes, des qualités caractérielles ou bien de l'essence combative de la démocratie. Ce sont des expressions venant du cœur de la langue fasciste. C'est aussi en cela que la presse, la culture et même le monde universitaire se font des relais, parfois inconscients, du fascisme, en utilisant son langage. Le fascisme n'a pas besoin d'amener ses idées frontalement pour qu'elles se banalisent. Il lui suffit de s'emparer d'un mot ou d'une expression qui existe déjà, de la marteler, et rapidement, on finit par parler comme lui. Et en acceptant ces termes, progressivement, on accepte ses idées. Quand bien même on est persuadé du contraire. Hommes de toutes les contrées, de tous les coins et recoins, de tous les centres d'Allemagne, avec les hommes de toutes classes et de tous âges, de toute culture et de toute inculture, de toute mentalité, tous, littéralement. Je me plains en tant que femme noire trans unijambiste pour me définir comme je veux. Même langue fasciste. Il ne suffit pas de dire « je ne suis pas fasciste » pour ne pas l'être. Il ne suffit pas de dire « je ne suis pas raciste, je ne suis pas sexiste, homophobe ou transphobe » pour ne pas l'être. Le fascisme peut dire une chose et faire son contraire. Il détruit la langue parce qu'il fait d'un bourreau une victime et de quelqu'un qui se défend un agresseur. Il change le sens des mots et trouve d'autres mots pour désigner un fait. Mais il n'invente aucun mot. Il ne fait que détourner. C'est ce qui lui permet de jouer avec la réalité. En faisant ce qu'il veut des mots, le fascisme manipule la langue et donc notre façon de dire les choses, de rapporter les faits ou de nous raconter. Encore aujourd'hui, de nombreuses hypothèses conspirationnistes conservent des liens forts avec une extrême droite fascisante. La langue fasciste utilise à satiété ce que j'appellerais les guillemets ironiques. Ils mettent en doute la vérité de ce qui est cité et par eux-mêmes qualifient les mensonges de paroles rapportées. Dans la langue fasciste, l'emploi ironique prédomine largement sur le neutre, parce que la neutralité justement le répugne, parce qu'il lui faut toujours un ennemi à déchirer. La langue fasciste s'efforce par tous les moyens de faire perdre à l'individu son essence individuelle, d'anesthésier sa personnalité, de le transformer en tête de bétail sans pensée ni volonté, dans un troupeau mené dans une certaine direction et traqué, de faire de lui un atome dans un bloc de pierre qui roule. Le fascisme s'indigne d'être muselé, étouffé, censuré, quand il est déjà présent dans tous les médias et dans toutes les bouches. Et j'ai déjà eu l'occasion de le répéter sur maints et maints plateaux. Quand on le démasque au détour d'un mot, il devient le champion du monde de chat perché. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Tu m'as mal compris. Regarde le dictionnaire. C'était de l'humour. On ne peut plus rien dire. Le fascisme s'insurge qu'on veut lui confisquer la langue quand c'est lui qui la vole. La novlangue fasciste séduit parce qu'elle est immédiate, expéditive et surtout facile. Elle va plus vite que notre pensée et fait de nous ses relais inconscients. Elle est hypnotisante, voire parasite. Comme un slogan de pub qui bondit dans notre tête à l'écoute d'un mot-clé. On peut se dire « Non, pas moi, je ne suis pas fasciste, je suis au-dessus de tout ça ». Mais même sous le Troisième Reich, tous pestaient contre le nazisme et le faisaient dans sa rhétorique. En partageant les codes du fascisme, les mots dont il s'est emparé, les symboles qu'il a pillés, les références qu'il s'est appropriées, même en étant convaincu que non, on participe à la banalisation du fascisme et à l'installation de son hégémonie culturelle. Parce que ce qui fait l'évolution d'une langue, c'est sa pratique. Un mot, une connotation ou une valeur linguistique donnée ne commence à prendre vie dans une langue, à exister vraiment, que lorsqu'il entre dans l'usage d'un groupe ou d'une collectivité et y affirme son identité. SJW. Les JW. SJW. Tous les social justice warriors. SJW versés dans la cancel culture. Les social justice warriors. Hein. Le féminisme, qui était une émancipation pour les hommes comme pour les femmes, est passé de la révolution à la terreur. La société postmoderne. Islamo-gauchisme. Frange islamo-gauchiste. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme gangrène la société. Maison les gars, n'hésitez pas. Elle fait chier la gonzesse quand tu rentres du boulot. Bam, patate de force, je lui écrase la tête par terre. La crise ne sert qu'à en dissimuler une autre qui est autrement plus grave, qui est celle que j'appelle le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple, le fait que l'Europe est en train de changer de peuple. Le
fait que les communautés noires et africaines et autres sont bien plus prolifiques que les Françaises de France pourrait faire qu'un jour, la majorité de ce pays soit une majorité à couleur ou café au lait ou noir. Nous sommes un pays judéo-chrétien, le général de Gaulle le disait, de race blanche. On est en voie d'un remplacement de population. Le véritable racisme consiste à vouloir remplacer un peuple parce qu'il est encore majoritairement blanc. Quant au remplacisme global, je suis convaincu de la réalité du grand remplacement. Le grand remplacement. Il s'agit de détruire la nature humaine. Remplacement de la France. Traître à la nation. Guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Fond de cinquième. Le fascisme n'a jamais disparu, il a évolué. Il ne s'est pas modernisé ou adapté au monde contemporain. Il a évolué parce qu'il n'a pas de fond constructif. Il est immatériel et insaisissable si on ne prête pas attention. Le fascisme est un outil, souvent au service d'une autre idéologie, qu'elle soit politique ou commerciale. Le fascisme est une destruction culturelle, un agent perturbateur voulant faire violemment table rase de tout pour ne plus être que la seule culture possible. Le fascisme rentre chez vous pour casser toutes les ampoules et amener sa bougie. C'est une fausse table rase. C'est un recul, une réaction. Il détruit pour s'imposer. Donc il faudrait vraiment une révolution, j'allais dire, réactionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? On ne veut plus vraiment nommer le fascisme, car le terme a perdu sa force, voire même son sens. On qualifie tout le monde de facho à la première contradiction. Mais face au fascisme, nous devenons frileux, nous prenons des pincettes. Nous utilisons ses propres termes, ultra-droite, droite alternative, droite décomplexée, ethno-nationalisme. Et le fasciste devient plus souvent celui qui, justement, dénonce le fascisme. La simplification de tout peut être une porte d'entrée dans le fascisme. Plus l'humanité avance dans le temps, plus les explications se font complexes, plus les ramifications s'allongent, plus notre savoir est riche. Il y a de quoi avoir le vertige. Tout va plus vite et la tentation du simple et du rapide est aussi séduisante que rassurante. Le fascisme nous rassure et nous déresponsabilise. Le fascisme a ses mots-clés qui changent régulièrement afin de ne pas nous laisser le temps de le reconnaître. Il ne s'invite pas, il s'impose, consciemment ou inconsciemment. Le fascisme se retrouve dans les médias, la culture, les milieux intellectuels et jusque dans notre langue. Il est très loin d'être limité à une bande de néo-nazis armés de barres de fer, frappant au hasard dans la rue. Croire que ce dernier est le seul fascisme qui existe, c'est déjà laisser le champ libre au fascisme. N'oublions pas qu'il a d'abord été conçu par des intellectuels, des universitaires, des figures politiques, voire des artistes. S'il trouve un écho dans les rues, ce n'est qu'une matérialisation parfois tardive des idées avancées dans les salons. Car il y a un fascisme de salon, élégant et propre, un fascisme médiatique qui présente bien, un fascisme culturel, un fascisme numérique et peut-être même un fascisme artistique. Ces fascismes ont parfois plus d'impact que le fascisme de groupe politique. Encore aujourd'hui, on encense des porteurs et des admirateurs du fascisme. Ne lui opposer qu'un antifascisme de rue, c'est éponger une fuite quand il faudrait couper l'arrivée d'eau. Par la violence, on ne peut que résister au fascisme. Et pour lui résister, il faut qu'il soit déjà là, bien installé. On accepte l'antifascisme qu'une fois que le fascisme a pris le pouvoir et qu'il ne veut pas le rendre. Il est donc nécessaire d'avoir un véritable antifascisme de salon, un antifascisme culturel, médiatique, numérique et artistique. Il est nécessaire de s'opposer au fascisme partout où il se trouve et pas seulement quand il vient nous cracher directement à la figure. Et si l'essence du fascisme c'est de n'être qu'une forme sans fond, alors peut-être qu'un des premiers actes antifascistes possibles est celui de redonner du sens aux mots, aux idées et aux concepts. Si le fascisme détourne la langue et vide les expressions de leur sens pour les abandonner, redonner leur sens aux mots est déjà un acte militant. Quelle est leur origine,
leur signification, dans quel contexte historique ou social s'inscrivent-ils et de quoi sont-ils porteurs? Le fascisme est une absence d'idées, mais aussi une absence d'identité. En détruisant la langue, il empêche de penser et de se penser. C'est pourquoi le fascisme rejette toute forme d'identité nouvelle qu'il ne considère pas comme faisant partie de sa norme, la seule existence possible. Existence qu'il ne définit pas. Le fascisme ne se définit pas. Il définit les autres pour mieux les rejeter. Le fascisme ne s'en prend pas aux opinions différentes. Il s'en prend aux personnes différentes. Si le Führer avait vraiment réussi à détruire tous les juifs selon ses aspirations, il aurait été obligé d'en inventer de nouveaux, car sans le diable juif, sans le sombre juif, il n'y aurait jamais eu la figure lumineuse du germain nordique. Si le fascisme est une absence d'identité, se nommer, se construire soi-même est une possibilité antifasciste. En détruisant la langue, il détruit notre possibilité de nous exprimer et de nous raconter. Il exclut les mots nouveaux, les constructions. Il n'accepte que ce qui existe déjà selon ses définitions. Il n'y a pas de mots exclusivement fascistes. C'est le contexte qui fait sens. Mais les mots ne sont pas neutres pour autant. Et si l'on s'obstine à croire que si, on finit par parler comme un fasciste, quand bien même cette idée nous répugne. Aucun mot n'est interdit, mais aucun mot n'est innocent. Et si les mots nous manquent, libre à nous d'en inventer et d'enrichir la langue. On ne peut plus rien dire sans être tenu pour responsable de ses propos, les mots s'inscrivant dans un contexte historique et social avec un sens et une origine. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « C'est lui, vous croyez ?» Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on se le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Laisser passer un mot, c'est le tolérer. Le combat continuera et s'amplifiera. Ils ne nous arrêteront pas. Ils ne nous arrêteront plus.